Le lendemain matin, Paul sortit tôt. Les boutiques de la cour Saint-Émilion étaient fermées et même les cafés branchés, qui tentaient d'imiter une ambiance new-yorkaise, tournaient au ralenti. Il aimait ces moments de suspension dans l'année où la vie semble s'arrêter comme au sommet d'une grande roue avant de replonger dans un nouveau cycle. Le 15 août, presque toujours, est la période entre Noël et le jour de l'an, souvent quand le calendrier le permet. On était le samedi 2 janvier et le lendemain ce serait encore à peu près la même ambiance, mais gâté vers le soir, déjà contaminé par l'angoisse de la reprise. Ce matin, tout était parfaitement calme, ce n'était pas encore tout à fait le moment, il le sentait, d'aller plus loin avec prudence. Il fallait attendre encore un peu, laisser affluer en eux un courant d'espérance, comme le sang se remet à circuler dans un organe meurtri. Alors peut-être pourrait advenir quelque chose de bienveillant, qui accompagnerait la fin de leur vie et y connaîtrait à nouveau des années douces, peut-être même de nombreuses années. Cette perspective lui coupa presque le souffle. Il s'arrêta tout tremblant au beau milieu d'une allée, à proximité d'un massif d'hortensias, laissa sa respiration se calmer peu à peu, puis il obliqua vers l'est, en direction de Notre-Dame de la Nativité de Bercy. L'église était toujours aussi déserte. Il mit 2 euros dans le tronc, alluma 2 cierges qu'il disposa sur un présentoir. Il ne savait pas exactement à qui ni à quoi il les adressait, mais 2 cierges lui paraissaient nécessaires. Il se signa hâtivement, sans être très certain des gestes à accomplir. On commençait par le haut, puis par le bas, mais ensuite était à gauche ou à droite, avant de s'apercevoir que la statue de la Vierge était de l'autre côté de l'église. Il reprit ses cierges, recommença l'opération, puis s'assit sur un banc, ferma les yeux et s'endormit presque aussitôt. Le jeune homme se faisait appeler Erwin Callaghan. Il avait cette expression dynamique et enthousiaste qu'on associe dans les films américains des années 1950 aux démarcheurs d'assurance. Mais il s'agissait en réalité probablement de Louis de Raguenel, un journaliste français que Paul avait vu dans différents débats télévisés. Il avait plusieurs fois interviewé Bruno. Porteur d'une carte à son nom, le pseudo Erwin Callaghan rendait visite à différentes familles new-yorkaises de milieu modeste pour leur annoncer qu'elles étaient complètement ruinées et que la compagnie d'assurance qu'il représentait allait cyniquement s'enrichir en tirant profit de leur ruine. Naturellement, il était mal accueilli par des gémissements et des pleurs. Il recommençait pourtant à des années d'intervalle, poussé par une nécessité supérieure. Louis de Raguenel, alias Erwin Callaghan, était maintenant un très vieil homme, vêtu d'un costume et d'un chapeau noir. Son visage était d'un gris blanchâtre et sillonné de fines rides. Il ressemblait au professeur Callis, le vieil astronome de l'étoile mystérieuse, mais également un peu à William Burroughs. Il se mouvait avec la plus grande difficulté. Ses membres étaient presque immobilisés par l'arthrite. Mais il décidait malgré tout de reprendre une dernière fois le nom d'Erwin Callaghan afin d'annoncer la mauvaise nouvelle. Arrivé dans l'antichambre de la maison, il se rendait compte qu'il ne s'agissait pas cette fois d'une famille pauvre et qu'elle n'était vraisemblablement pas new-yorkaise. Il était accueilli par une jeune femme pieuse et exaltée qui essuyait d'abord avec soin une table, comme pour effacer des empreintes digitales, puis balayait simultanément le sol avec 2 balais. Elle finissait par lui révéler que les habitants de cette maison étaient d'authentiques démons, mais qu'ils n'avaient rien à craindre, car Dieu était de leur côté. On comprenait alors qu'Erwin Callaghan, avec son obstination, représentait une forme de bon droit et de justice. Il se retrouvait ensuite dans un salon peu meublé, en compagnie d'un homme dans la cinquantaine, très bronzé, à la musculature harmonieuse, et d'une femme d'une trentaine d'années, aux formes voluptueuses, nue sous une robe légère. Sur le sol était allongé un chien très lent et très mince du type lévrier, mais dont les traits avaient cette cruauté que l'on associe généralement à la belette. L'homme parlait longuement pour ne rien dire, puis donnait une suite d'ordres à la femme d'une voix posée, bien que chacun commence par « voudriez-vous ». On comprenait que ces ordres étaient sans réplique. Ils paraissaient incohérents et sans suite, mais la femme y répondait en faisant glisser progressivement sa robe, tout en parlant au chien d'une voix rauque, dans un langage semi-humain. Le chien se réveillait peu à peu et paraissait de mauvaise humeur. À la fin, la femme était complètement nue et se levait de son divan. Le chien, totalement éveillé à présent, se redressait sur ses pattes.
La femme pressait alors une petite turgescence charnue située en dessous de la gorge du chien. On comprenait alors que l'animal allait entrer dans une fureur mortelle. Callaghan, l'homme et la femme se trouvaient maintenant près de la porte. La femme tenait sa robe sous son bras. L'homme lui-même, nu jusqu'à la ceinture, parlait d'une voix affectée, feignant de regretter le sort échu au pseudo-Erwin Callaghan. En réalité, Louis de Raguenel, qui allait être déchiqueté puis dévoré par le chien enragé. Callaghan, apparemment résigné à son sort, hochait la tête avec tristesse. L'homme ouvrit alors la porte et sortait, accompagné de la femme. On se rendait compte à cet instant que la scène se déroulait à bord d'un yacht qui croisait sur une mer agréable. Lorsque Paul sortit de l'église, il était 2 heures de l'après-midi. Un soleil éblouissant illuminait le parc de Bercy. Il n'avait pas faim et continuait à marcher sans but précis, longeant le quai de la Râpée, puis traversant le pont d'Austerlitz en direction du jardin des plantes. Les passants étaient un peu plus nombreux maintenant. Vers la fin de l'après-midi, il se décida à téléphoner à Bruno. Celui-ci répondit au bout de quelques sonneries, demanda aussitôt des nouvelles de son père. Il résuma la situation, plus brièvement qu'il ne l'avait fait avec prudence. Bruno avait du nouveau de son côté. C'était compliqué au téléphone. Il prit rendez-vous pour le lendemain. Il arriva à Bercy vers 13h, tendit sa carte au planton à l'entrée. L'ascenseur était désert, les couloirs également. Il y avait quand même quelque chose de bizarre dans le fait de ne jamais sortir du ministère, même les dimanches, se dit-il. Bruno s'était installé dans la salle à manger, avait ouvert une bouteille de Pomerol, disposé une assiette de toast au foie gras. Compte tenu de ses habitudes, c'était presque la fiesta. Il avait l'air de très bonne humeur. « Je suis content pour ton père, vraiment, » dit-il en l'accueillant. « Il y a quand même encore certaines choses qui marchent bien en France. » Paul ne l'avait jamais vu aussi guilleret. « Bon, » poursuivit-il, « j'en viens tout de suite au fait. Je déjeune demain à l'Élysée avec le président et Benjamin Sarfati. Il m'a appelé dans la nuit du 31, juste après son allocution de bonne année. « Tu penses qu'il a pris une bonne décision ? Qu'il a pris une décision ? Oui, je ne sais pas laquelle, mais il en a pris une. Pour tout dire, je commençais à en avoir franchement assez de cette incertitude. » Paul comprit alors, ou du moins crut comprendre. Bruno ne lui disait pas tout. Le président avait opté pour la candidature de Sarfati. C'est du moins ce que Bruno supposait après leur échange. Et il en était soulagé. Il n'avait jamais vraiment eu envie de se lancer dans une campagne présidentielle, ni de devenir président de la République. Le poste de ministre de l'économie correspondait à ses vœux, à ses aspirations les plus profondes. « Tu me tiens au courant ?»« Oui, bien sûr. Je te propose qu'on se voit ici demain vers 15h. Je devrais être entré. Il faut qu'on s'organise, qu'on reprenne mon agenda des prochaines semaines. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis dans une position parfaite pour me faire entendre. Les prévisions de croissance sont excellentes pour 2027. Le déficit est au plus bas. Si on se débrouille bien, on pourrait même terminer l'année en léger excédent. Il s'est passé quelque chose d'important? Tu étais optimiste avant Noël, mais quand même pas à ce point. Non, pas vraiment. Enfin, si, il s'est passé quelque chose d'important. Mais ça n'est sûrement pas ça qui me rend optimiste. Il y a eu un nouvel attentat contre un porte-conteneur. Personne n'en a parlé. Non, cette fois, c'était directement un armateur chinois qui était visé. La China Ocean Shipping Company, le 3e armateur mondial, et les autorités ont réussi à maintenir un blocus total. C'est Martin Reynaud qui m'a téléphoné pour m'informer, et les services secrets français eux-mêmes n'étaient pas au courant. Ils ont été prévenus par la NSA. Par les Américains? C'est normal? Non, ce n'est pas normal du tout. Déjà, c'est surprenant qu'ils aient réussi à pénétrer les communications internes du gouvernement chinois. Mais c'est bizarre aussi qu'ils se comportent comme si nous étions alliés. Nous ne sommes pas leurs alliés? Moi, en tout cas, je ne me considère pas comme leur allié. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'a jamais été aussi violente. Ça fait presque 20 ans que ça dure et on a l'impression que ça va aller de plus en plus loin, que ça ne se terminera jamais, sauf peut-être par une vraie catastrophe, un affrontement militaire. Commercialement, les Chinois sont nos ennemis, c'est certain, mais ce n'est pas pour autant que les Américains sont nos alliés. C'est une guerre où nous n'avons pas d'alliés. Il n'y a rien eu sur Internet non plus? Non, et c'est ça le plus inquiétant, à mon avis. Les terroristes n'ont rien posté, ni message, ni vidéo, comme si c'était devenu une opération ordinaire. Et en plus, ils n'ont pas attaqué au hasard.
Après le premier attentat, les Chinois ont fait escorter chacun des transports maritimes qui partaient de leur territoire par un contre-torpilleur. Ça leur coûtait cher évidemment et au bout d'un mois, ils ont décidé d'arrêter. Le premier transport qu'ils organisaient sans escorte a été attaqué, la ligne Shanghai-Rotterdam. Comme la première fois, mais cette fois le bateau a été coulé au large des Mascareignes. Comme la première fois, l'équipage a été avisé un quart d'heure avant pour leur permettre de quitter le navire. Torpille par dislocation, précision du tir parfaite. Ils sont décidément très habiles et très dangereux. On ne sait toujours pas qui c'est. On n'en a pas la moindre idée. Les milieux du transport maritime mondial sont aux abois. La situation est sans précédent. Voilà, on en est là au moment où je te parle, c'est-à-dire à peu près nulle part. Un net silence en suivit. Bruno se servit un verre de pomerol. Donc, la configuration du monde se modifiait à l'heure actuelle. Te dit Paul, en général, la configuration du monde reste stable. Les choses vont sur leur aire. Mais il arrive parfois, rarement, qu'un événement ait lieu. Il en va de même, songea-t-il de manière plus générale et plus vague, de la configuration des vies humaines. La vie humaine est constituée d'une succession de difficultés administratives et techniques, entrecoupées par des problèmes médicaux. L'âge venant, les aspects médicaux prennent le dessus. La vie change alors de nature et se met à ressembler à une course de haies. Des examens médicaux de plus en plus fréquents et variés scrutent l'état de vos organes. Ils concluent que la situation est normale ou du moins acceptable jusqu'à ce que l'un d'entre eux rende un verdict différent. La vie change alors de nature, une seconde fois, pour devenir un parcours plus ou moins long et douloureux vers la mort. Martin Renaud m'a demandé des nouvelles de ton père, reprit Bruno. Ça semblait lui tenir à cœur. Je pense que ça serait bien que tu l'appelles toi-même. Ton père avait l'air vraiment important dans leur organisation. Je ne sais pas au juste comment ils fonctionnent. Ils sont bizarres, ces gens des services secrets. Je ne sais pas très bien moi non plus. Mon père ne m'en a jamais vraiment parlé. Je comprends ça. Tu sais, c'est vrai ce qu'on dit. Le pouvoir isole. Plus on a de responsabilités, plus on est seul. Ce que je viens de te raconter, je n'en aurais jamais parlé à ma famille. Enfin, si j'en avais encore une. De ce point de vue-là, ça n'a pas bougé? Bruno hocha longuement, négativement la tête sans dire un mot. Paul attendit en vain qu'il parle, prenant progressivement conscience qu'en effet il resterait probablement seul. Il accomplirait jusqu'au bout son travail, enfin le travail qui s'était fixé. Mais il resterait seul maintenant. C'était peut-être dommage, mais c'était ainsi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, a dit Dieu. Mais l'homme est seul, et Dieu n'y peut pas grand-chose, ou du moins, il ne donne pas l'impression de tellement s'en préoccuper. Paul sentit qu'il était temps de prendre congé. Il reprit un toast au foie gras, peu à peu envahi par la conscience écrasante de son inutilité. Les hommes maintiennent avec effort des relations sociales, et même des relations amicales, qui ne leur servent à peu près à rien. C'est un trait plutôt touchant chez les hommes. Le président n'était pas ainsi. Il semblait exempt de ses faiblesses. Les autres hommes paraissaient avoir peu d'importance à ses yeux. Paul ne l'avait rencontré qu'une fois, brièvement, à l'issue d'un conseil des ministres restreint. Le président lui avait parlé pendant 1 ou 2 minutes de ses belles années à l'inspection des finances. Il en avait parlé sans réelle nécessité, comme d'une Arcadie imaginaire, où tous deux auraient baigné dans les plus exquises délices. Il l'avait probablement confondu avec quelqu'un d'autre.